Bon, mes amis les artistes, il est enfin rentré en ma possession. Je vous parle de l'OVNI de l'année 2018, leader des hybrides, terreur des journalistes, grand vainqueur de la belette de Winchester. Je vous parle bien du Sony Alpha 7 III. Bon, ok, ça va bientôt faire 7 mois qu'il est sorti, mais mieux vaut tard que jamais. Cet appareil n'est pas un prêt, ça fait déjà un bon moment que je voulais augmenter de gamme d'appareils. Donc me voilà arrivé sur le Sony Alpha 7 III. Je voulais un plein capteur et je l'ai acheté principalement pour de la prestation audiovisuelle. Du coup, aujourd'hui, c'est le test complet de l'appareil, mais comme je le possède finalement sans limite de temps, eh bien je vais pouvoir réaliser plusieurs vidéos sur cet appareil. Donc n'hésitez pas si vous avez des sujets bien précis en tête que vous aimeriez me voir aborder sur la chaîne. Ensuite, vous avez l'habitude pour les tests complets comme ça d'appareil, vous avez les timecodes dans la description de la vidéo. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Derrière la caméra et c'est un plaisir de vous avoir. Moteur demandé, ça tourne. Action! Pour la petite histoire, cet appareil est la troisième version de l'Alpha 7 gamme plein format de chez Sony. La 7 numéro 1 est apparue en 2013, la 7 II en 2015 et la 7 III en 2018. La gamme Alpha 7 se décline en 3 séries. Le modèle A7R, série haut de gamme de chez Sony, caractérisé principalement par son capteur haute résolution. Ensuite, le modèle A7S, plutôt axé vidéo, qui se caractérise dans les grandes lignes par sa sensibilité accrue en basse lumière. Et puis enfin la série Alpha 7, série polyvalente qui se destine aussi bien aux photographes qu'aux vidéastes. On entame tout de suite ce test avec l'ergonomie de l'A7 III. Le boîtier reprend les grandes lignes établies par l'A7R III, on a une épaule gauche dégarnie de fonctionnalités avec la majorité des commandes localisées sur l'épaule droite. On peut voir la molette de sélection des modes, 2 touches C1, C2 personnalisables, un barillet d'exposition, le commutateur de mise sous tension et une molette de réglage sur l'avant de la poignée. En lui-même, l'A7 III est légèrement plus épais que son prédécesseur l'A7 II, mais toujours avec un gabarit plus compact qu'un réflexe. Il pèse environ 650 grammes boîtier nu avec carte mémoire et batterie. Au niveau de la prise en main, généralement on recherche une poignée assez marquée et c'est le cas de ce Sony. Le grip est très confortable et on a de la place également pour positionner avec aisance son pouce. Je vous le compare avec le 700D, vous voyez le Sony est un peu plus compact, mais l'épaisseur des poignées quant à elles sont quasiment similaires et ça c'est vraiment un confort pour les mains. Sans quoi le dos du boîtier est plutôt amical et on n'est pas perdu. On retrouve entre autres la touche fonction ou encore le joystick pour déplacer les collimateurs autofocus. Et puis on a également le bouton REC situé juste à côté du viseur. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à le confondre avec le bouton juste à côté qui est le maintien de l'autofocus. On est aussi sur un boîtier facilement personnalisable avec ses 4 commandes extérieures ainsi que la touche fonction qui va rajouter un menu de 12 options paramétrables à votre guise. Par contre, ça... Bon, vous avez compris, je vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais c'est super relou. Côté viseur, il est équipé d'une dalle OLED d'1,3 cm d'environ 2 359 296 points. Le viseur est assez confortable à utiliser, la visée est plutôt fluide avec un taux de rafraîchissement à 60 images par seconde, même si maintenant on trouve des viseurs à 120 images par seconde. Le grossissement quant à lui est de 0,78. Ensuite on a l'écran LCD 7,5 cm en diagonale d'environ 921 600 points, ce qui est étrangement moins que sa version précédente, l'A7 II qui lui possède un écran de 1 228 800 points. Sans quoi l'écran est tactile, mais uniquement pour le déplacement des points d'autofocus ou encore pour déclencher une photo, mais on ne va pas pouvoir se déplacer dans les menus. L'écran est orientable à environ 100 degrés vers le haut et 40 degrés vers le bas. On déplore toujours le fait qu'il ne soit pas monté sur rotule pour une rotation à 180 degrés. Personnellement, je pense que c'est une fonctionnalité que le public recherche de plus en plus et qui facilite notamment l'utilisation du mode vidéo. Chose intéressante, quand on filme en 4K, il n'y a plus de soucis avec l'intensité lumineuse de l'écran LCD. Là, il n'est plus dimmé, ce qui est un problème sérieux sur l'A6500. Et en fait, on va même pouvoir augmenter la luminosité de l'écran quand on est dans des conditions difficiles en extérieur. Les menus du Sony restent assez similaires à ce qu'il existait avant. Il vient par contre se rajouter une catégorie Mon menu où on va pouvoir enregistrer et ranger jusqu'à 30 éléments. Personnellement, je ne trouve pas que le menu Sony est trop compliqué, je trouve qu'il est assez intuitif. Évidemment, il faut prendre le temps de découvrir chaque fonctionnalité. Côté connectique, ça va, l'A7 III est équipé du nécessaire, une sortie HDMI non compressée pour la vidéo, un port USB 3.1 de type C et micro USB,
une entrée micro et une sortie casque. Oui, enfin un boîtier avec une sortie casque, donc là-dessus rien à dire, ça fait plaisir. Et puis la prise USB type C assure également une rapidité de transfert à distance pour les fichiers RAW volumineux sur le PC. Ensuite, ce boîtier possède un double emplacement pour carte mémoire SD, SDHC et SDXC. Donc si je suis en Presta et je souhaite absolument sécuriser certaines prises, eh bien on va pouvoir faire un double enregistrement. Par contre, un seul des emplacements est compatible à la norme Ultra High Speed 2, sans quoi si vous décidez de ne remplir qu'une seule carte, une fois celle-ci pleine, le boîtier basculera automatiquement sur l'autre carte. Également avec le double emplacement, on va pouvoir séparer les données RAW des données JPEG par exemple. On peut aussi demander à l'appareil d'enregistrer les photos simultanément sur les deux cartes, ou simultanément les vidéos sur les deux cartes. On peut choisir d'enregistrer les images sur une carte et les vidéos sur l'autre. Bref, vous avez compris, c'est plutôt pratique. Côté batterie, là encore on est bien servi. Il est équipé de la batterie NPFZ 100, connue pour sa durée de vie. Sony promet une autonomie de 610 prises de vue avec viseur et environ 710 prises de vue avec l'écran LCD selon la norme SIPA, ou encore 210 minutes d'enregistrement continu en vidéo par l'écran. On va également pouvoir doubler cette autonomie en utilisant une poignée d'alimentation. La batterie quant à elle peut également se recharger en interne directement par le port USB-C. Autre chose qui fait plaisir, comme le pas de vis est plutôt éloigné de la trappe à batterie, quand on le met sur un pied, eh bien on peut accéder sans problème à la batterie sans avoir à démonter l'appareil du pied ou de son plateau rapide, et ça c'est quand même bien pratique. Le boîtier est aussi équipé de puces Wi-Fi, NFC et Bluetooth permettant de transformer un smartphone ou encore une tablette en viseur. Avec l'application Sony Play Memories mobile, on va pouvoir déclencher l'appareil ou télécharger des images à distance. Par contre, l'utilisation reste assez basique, on ne va pas pouvoir accéder à tous les paramètres accessibles dans le menu de l'appareil. Ensuite, la C3 est équipée d'un capteur CMOS Exmor R plein format 35 mm de 24,2 mégapixels effectif. Le nouveau capteur couplé au processeur Bionzix est censé améliorer la qualité d'image d'1,5 fois par rapport à sa version précédente. La C3 enregistre une dynamique jusqu'à 15 paliers avec des réglages de faible sensibilité ISO. Sony annonce également que la reproduction des couleurs, particulièrement celles de la peau et de la nature, ont été grandement améliorées. La C3 va également prendre en charge un RAW 14 bits compressé ainsi qu'un RAW non compressé. La mise sous tension est très rapide, pour ma part je l'ai enregistré à 1,04 secondes. Le Sony A7 III est également étanche pour bloquer la poussière et l'humidité. Par contre, c'est écrit en tout petit que Sony ne garantit pas une résistance à 100%. Au niveau des ISO, la plage s'étend de 100 jusqu'à 51 200 ISO et en mode étendu, on va pouvoir monter jusqu'à 204 800 ISO. Au niveau de la gestion du bruit électronique, de 100 à 800 ISO, le bruit est quasiment absent. Jusqu'à 6400, l'image conserve son détail, son piqué et sa dynamique. Ensuite, à partir de 12 800, 25 600, la granulation commence à être un peu trop présente et ça va commencer à dégrader notre signal. Au niveau de la mise au point, on est sur un système à détection de phase avec détection de contraste, module hérité du Sony A9. Comme pour la A7 III, la détection de contraste possède 425 points et maintenant désormais la A7 III possède une détection de phase à 693 points en plein format qui va couvrir 93% du champ visé, contrairement à sa version précédente qui, elle, n'avait que 117 points de détection de phase. Sony a donc vraiment travaillé son autofocus. La plage de sensibilité de la mise au point est de -3 à 20 indices de lumination, ce qui rend son autofocus plutôt réactif en basse lumière. Comme pour beaucoup d'appareils Sony sur le marché, la détection de l'œil est également présente sur ce boîtier et cette fois elle prend également en charge le mode AFC. L'augmentation de la vitesse de mise au point va être un peu plus importante, notamment pour capturer des portraits en mouvement. La A7 III prend également en charge la détection de l'œil pour les objectifs de type A montés via un adaptateur. De plus, dans le menu, on va pouvoir régler la sensibilité de mise au point automatique sur 5 paliers, choisissant ainsi la réactivité de notre autofocus. On va également pouvoir modifier les points d'autofocus directement sur l'écran LCD. En suivi d'autofocus, l'appareil se débrouille assez bien. On peut utiliser le mode AFC et on va également pouvoir utiliser justement dans ce mode la reconnaissance des yeux. Globalement, sur un suivi à vitesse moyenne, 80% des images sont nettes. En vidéo, l'autofocus est vraiment plaisant à utiliser, que ce soit en Full HD ou en 4K. On peut dire que la A7 III conserve une belle réactivité. On n'est pas très loin en termes de performance d'un dual pixel Canon. Au niveau du mode rafale, la A7 III va monter jusqu'à 10 images par seconde tout en conservant le suivi de mise au point et l'exposition automatique.
ou alors à 8 images par seconde en mode élevé. La mémoire tampon quant à elle est de 177 JPEG 99 RAW ou encore 40 RAW non compressés. On va tout aussi bien pouvoir utiliser le mode rafale avec l'obturateur mécanique ou l'obturateur électronique en mode silencieux. Autre fonction intéressante, les images prises en mode de prise de vue continue vont pouvoir être affichées comme groupe pour effectuer une manipulation rapide. On va pouvoir par exemple toutes les supprimer d'un seul coup ou au contraire les protéger. L'A7 possède également un obturateur montant à 1/8 millième de seconde, que ce soit avec l'obturateur mécanique ou l'obturateur électronique. Au niveau du mode de prise de vue silencieux, il est très simple à activer. Dans le menu, on va sur l'onglet prise de vue silencieuse et on l'active. Au niveau des limitations avec ce mode, il y en a quelques-unes. Premièrement, il n'est disponible qu'avec les modes PSAM. On ne pourra pas utiliser les effets d'image, les profils d'image, le mode bulbe ou encore le flash. Maintenant, si vous avez des soucis sur votre image, peut-être des bandes noires quand vous filmez sous une lumière artificielle, mieux vaut éteindre le mode de prise de vue silencieux. Sans quoi, ça reste une fonctionnalité très intéressante quand on ne souhaite pas attirer l'attention, par exemple pendant un mariage. Au niveau des performances vidéo, tout comme l'A6500, l'A7 III utilise la totalité de son capteur et suréchantillonne sa 4K Ultra HD à partir d'une image 6K, ce qui lui permet de fournir une image très définie. On va donc pouvoir choisir du XAVCS 4K à 100 mégabits par seconde ou 60 mégabits par seconde. Et puis on a également du XAVCS en Full HD ou encore de l'AVC HD. En 4K Ultra HD, on a toutefois un léger crop si on veut filmer à 30 images par seconde. On aurait pu s'en passer, mais ça reste un crop assez léger contrairement à d'autres marques. Et puis en 1080, on va pouvoir filmer à 120 images par seconde. Bah oui, c'est pas une révolution, mais toutes les caméras ne le proposent pas. Pour chipoter, on aurait pu avoir une 4K à 60 images par seconde pour faire des petits slow motion comme c'est déjà possible avec le GH5 ou encore le X-T3 de chez Fuji. C'est une performance qui est assez attendue sur l'A7S III. Et puis avec la sortie HDMI non compressée, on va pouvoir enregistrer en Ultra HD à 30 images, 25 ou 24 images par seconde en 4:2 8 bits. C'est déjà pas mal, mais là encore, j'aurais aimé avoir les 10 bits pour enregistrer encore plus de nuances comme le propose le X-T3 de chez Fujifilm. Je vous compare maintenant une image en 4K et une image en 1080. Ouais, comme tu peux le voir, la 4K est vraiment très belle et elle est plus définie que le 1080, mais bon, voilà, le Full HD reste quand même utilisable. Et puis à 60 images ou à 120 images par seconde, la qualité du 1080 reste assez identique et on n'a pas une baisse de qualité ou des aberrations optiques. En tout cas, c'est pas flagrant. Sinon, pour info, cette image est filmée avec le Sony Alpha 7 III, avec l'objectif 28-75 mm de chez Tamron, et je filme en 4K Ultra HD à 60 mégabits par seconde. Je suis pas à 100 mégabits par seconde parce que je pense pas que ma carte mémoire écrit suffisamment vite pour les 100 mégabits par seconde. Mais déjà, ça peut vous donner une idée un petit peu du style d'image qu'on peut avoir dans une configuration un petit peu comme ça pour YouTube. Ensuite, l'A7 III propose également une fonctionnalité très intéressante, c'est un second mode d'enregistrement vidéo, c'est le mode Super 35 mm qui va utiliser la partie centrale du capteur, imitant en fait un format proche de l'APS-C. Et ce mode va nous permettre entre autres l'utilisation d'objectifs APS-C qui est d'ordinaire incompatible avec un capteur 24-36. Je vous compare une image 4K classique avec une 4K en mode Super 35 mm, là je me suis reculé pour avoir à peu près la même valeur. Et franchement, à première vue, c'est difficile de voir des différences. Si je zoome à 100%, le mode 24-36 semble peut-être légèrement un peu mieux défini, mais en tout cas, la différence est vraiment très légère. En Full HD, la différence n'est pas non plus très marquée entre le 24-36 et le mode Super 35. Et en photo, là non plus, à première vue, je ne remarque pas de différence flagrante. Alors, il y a quand même une différence évidemment au niveau du nombre de pixels. Le 24-36 exploite la totalité du capteur, alors que le mode APS-C, lui, va vraiment utiliser la partie centrale des pixels du capteur. En tout cas, si vous passez de l'APS-C au plein capteur, eh bien ne vous inquiétez pas parce que vous allez pouvoir utiliser vos objectifs APS-C. Et puis du coup, ce qui va être également très intéressant, c'est que ça va étendre notre plage de focale. Par exemple là, avec le Tamron que j'utilise, qui a une plage standard de 28 à 75 mm, eh bien en mode Super 35, ça devient un 42 à 113 mm. Donc a priori, c'est plutôt intéressant et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de polyvalence sur un zoom ou encore même une focale fixe.
Ensuite, l'appareil est équipé d'une stabilisation mécanique interne du capteur sur 5 axes. Sony promet un gain de 5 diaph en vitesse d'obturation et vous pouvez l'observer sur ces photos prises avec des temps de pause assez lents, ce qui est d'ordinaire impossible à main levée. Cette stabilisation va également être appréciée si vous l'équipez de focale fixe non stabilisée, ce qui permet une utilisation assez propre en vidéo. Par contre, ne vous faites pas des illusions, cette stabilisation ne va pas stabiliser vos mouvements si vous marchez comme pourrait le faire un stabilisateur externe ou encore comme peut s'en approcher les boîtiers Panasonic. Mais en tout cas, c'est sûr, ça reste utile pour annuler les vibrations que vous transmettez à la caméra quand vous utilisez votre appareil à main levée. Le boîtier est également équipé d'une fonction anti-scintillement, c'est un système qu'on retrouve déjà sur la 7R3 ou encore le Sony A9. Ça va permettre de limiter la variation d'intensité lumineuse qui peut être particulièrement ressentie en mode rafale ou en vitesse d'obturation élevée. Ensuite, pour les vidéastes, la 7 III a vraiment de quoi vous satisfaire. Il possède différents profils d'image, je vais vous les montrer un par un, mais je ferai certainement également une vidéo dédiée entièrement à ce sujet. Donc voilà, on commence avec le mode standard et puis on a les différents profils d'image. Alors certains vont rajouter du contraste, certains vont étendre un petit peu la dynamique, certains vont augmenter la saturation des couleurs, et puis ensuite on a aussi le log S2 ou encore le log S3 qui vont aplatir l'image. Faut pas s'inquiéter, l'intérêt c'est que vous allez étendre la plage dynamique de votre caméra. Par contre, ces deux profils d'image nécessitent une étape d'étalonnage en post-production. Et puis enfin, il propose également un nouveau profil d'image HLG hybride log gamma qui est un profil d'image qui développe tout de suite un rush HDR avec des couleurs assez vives. Ensuite, la 7 III propose également de nombreux assistants et fonctions pour la vidéo. On a les zébras pour nous aider à exposer les hautes lumières qui sont paramétrables de 70 à 100+. On a le focus picking pour nous aider en mise au point manuelle à voir où est le point. On va pouvoir choisir l'intensité et la couleur du focus picking. On a également la loupe de mise au point en mode manuel. Et puis on peut également utiliser des marqueurs pour prendre en considération par exemple un format de prise de vue et donc cadrer le plan en fonction. Côté rolling shutter, on en a un petit peu en 4K, surtout avec des cadences d'image assez faibles, mais ça reste toutefois assez correct et moins marqué que sur un A6500. Voilà maintenant petit test des micros intégrés du Sony Alpha 7 III. Donc l'appareil est positionné à peu près 1 mètre de moi et l'objectif c'est que vous puissiez vous faire une idée de la qualité audio si le préampli n'est pas trop mauvais et que le gain soit suffisamment présent tout en conservant un bruit pas trop élevé. Et au niveau du préampli, je me suis mis à 18, ce qui est un tout petit peu plus que la moitié, mais en tout cas je ne suis pas à fond sur le préampli. Voilà pour le test des micros intégrés. Au niveau du prix, c'est là où le Sony avait frappé fort à sa sortie, car il est proposé boîtier nu pour environ 2289 €, ce qui est finalement un prix très osé et très compétitif, notamment par rapport à l'ensemble de fonctionnalités et de caractéristiques qu'il propose, et ça c'est évidemment un aspect qui a séduit très vite le public. Par contre, pour l'instant, le prix n'a pas vraiment baissé depuis sa sortie. Bon, je crois qu'on a fait le tour du Sony Alpha 7 III. Alors, est-ce qu'il faut se jeter sur cet appareil? J'ai envie de dire oui, et en même temps, ça dépend. Là où Sony a frappé fort avec ce boîtier, c'est principalement son prix
et l'équilibre de son boîtier. On est sur un 24-36 qui va se défendre à la fois en photographie et pour la vidéo. Donc si dans votre pratique vous utilisez aussi bien les deux, eh bien ça peut être un boîtier très intéressant. C'est un boîtier qui vient complètement dépoussiérer sa version précédente, l'A7 II. Avec ce nouveau boîtier, on a le dernier module d'autofocus de chez Sony avec 693 points d'autofocus, un mode rafale montant à 10 images par seconde tout en conservant le suivi d'autofocus. Il a 2 emplacements de carte mémoire, une prise casque, une autonomie de batterie très confortable qui est souvent le point négatif des appareils photo hybrides. Il a également une des meilleures 4K Ultra HD du marché avec aucun crop ou en tout cas très peu à 30 images par seconde. On a du 120 images par seconde en Full HD, on a du S-Log pour l'étalonnage ou encore même une stabilisation mécanique du capteur. Du coup, ce qui a choqué tout le monde, c'est qu'il est vraiment équilibré pour ce prix finalement pas si exorbitant que ça par rapport aux fonctionnalités qu'il propose. Après, au niveau des points négatifs, parce que je suis aussi là pour en parler, l'écran LCD n'est toujours pas monté sur rotule. Alors même si ce boîtier, je vais plutôt l'utiliser en Presta, dans des configurations où je vais plutôt être derrière la caméra, mais toutefois dans bien des configurations, ça va être un manque comme là présentement pour YouTube. Eh bien, j'ai pas l'écran, donc j'ai pas de retour. Il va falloir que je m'achète un moniteur externe pour avoir une image en direct en retour. On est aussi limité au niveau du tactile sur l'écran, on va pas pouvoir naviguer dans les menus. On n'a pas non plus la fonction Pixel Shift qui est présente sur le Sony A7R III qui va fusionner 4 photos pour créer une image de 42 mégapixels. Bon, ça on va dire que c'est une fonctionnalité secondaire. Également dans le pack de base, il n'est pas vendu avec un chargeur de batterie. On a uniquement un câble secteur pour le recharger par USB, mais moi j'aime bien charger mes batteries sur un chargeur. Et là, ça va être un coût supplémentaire. Et généralement, le chargeur, ça devrait être compris dans le pack de base. Et puis, les petites attaches pour les sangles, vous l'avez entendu comme moi, c'est complètement gênant pour le son. Ça, c'est vraiment dommage. Ça sert pas à grand chose et c'est vraiment dérangeant. À qui s'adresse ce boîtier? Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un boîtier autant équilibré photo que vidéo. Si vous êtes totalement débutant et que vous n'avez pas investi encore dans du matériel chez une marque, ça peut être un très bon boîtier. Après, si vraiment vous débutez et que vous avez très peu de notions au niveau de l'audiovisuel, de l'image, des paramètres de prise de vue, il vaut mieux commencer sur un appareil entrée de gamme. Après, pour les professionnels, le choix peut être plus tendu, notamment si vous avez investi dans un parc optique chez une autre marque. Mais finalement, j'ai vu quand même pas mal de monde revendre le matériel qu'ils possédaient déjà pour venir chez Sony pour acheter l'A7 III. Pour ma part, ce boîtier à sa sortie m'avait fait pas mal hésiter, mais le parc optique Sony ne m'intéressait pas trop. Je le trouvais assez limité, pas encore suffisamment bien développé. Et finalement, il y a quand même pas mal d'optiques intéressantes. Bon, certaines sont quand même vraiment chères. Après, il y a aussi du Zeiss et du Sigma en monture Sony. Donc au final, le choix d'objectif n'est pas tant un problème que ça. Pour ma part, je ne pense pas que je vais trop l'utiliser pour YouTube. Peut-être dans certains cas pour avoir le log ou alors un slow motion assez performant. Mais sinon, le Canon M50 est vraiment pratique pour ça. Et je réserve plutôt l'A7 III à la prestation audiovisuelle où je serai plutôt derrière la caméra. En tout cas, maintenant que je le possède, je vais pouvoir le comparer avec d'autres appareils un petit peu dans cette gamme mais chez d'autres marques, et je vais également tester prochainement pas mal d'objectifs de chez Sony, donc tenez-vous au courant. Voilà pour le test complet de l'A7 III. J'arrive un petit peu tardivement après sa sortie, mais j'espère quand même que ça va pouvoir vous être utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet appareil, si vous le possédez déjà, est-ce qu'il vous donne envie de passer chez Sony? Dites-moi tout ça dans les commentaires, sans quoi la routine pour soutenir la chaîne derrière la caméra, vous la connaissez, c'est très important. Nous on est en route pour les 10 000 abonnés, n'oubliez pas que le secret de l'image, c'est son pouvoir narratif et sa façon de véhiculer des émotions. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes!